Bonjour tout le monde et c'est un plaisir d'être avec vous et ce matin dans le cadre des conférences qu'organise Profit Development Consulting sur les savoirs numériques. Aujourd'hui, on va parler de l'éthique des technologies et les enjeux liés à la COVID-19. Il faut rappeler que la dernière fois, on a eu notre conférence avec Madame Elise sur la souveraineté numérique. Aujourd'hui, ce sera un plaisir, c'est déjà un plaisir d'accueillir Nina Baudi de Alvarez qui va nous parler de ce sujet ce matin. Et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble et à partir des questions qui seront posées et des échanges que nous allons avoir. Et il faut dire que ce que nous recherchons dans le cadre de cette série de conférences, c'est la participation des professionnels du numérique et ou encore de ceux-là qui utilisent des outils numériques ou qui ont un rapport avec le numérique. Donc, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Madame Nina Baudi de Alvarez parle couramment le français. Et elle est d'origine italienne, elle est panaméenne et elle est aussi salvadorienne. Donc, on va avoir la conférence en français. Nina, bonjour et c'est un plaisir de t'accueillir sur les savoirs numériques. Bonjour Jean-Marie, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de répondre à tes questions parce que tu m'as déjà envoyé pas mal de questions à mon courriel. Et je suis très heureuse d'être ici, de participer. Et je dis aussi à ceux qui ne sont pas francophones, après qu'on va voir le vidéo, on va faire la transcription pour ceux qui sont intéressés à le revoir. Okay? Ah, super, super, super. Voilà. Vous m'écoutez bien, hein? Parfaitement bien. Nina Baudi de Alvarez, qui êtes-vous et présentez-nous ce profil-là. D'accord. Et bon, d'abord, je suis maman de 6 grands enfants, 4 à moi et 2 à mon mari, mais les 6, je les aime beaucoup, pareil. Et après ça, j'ai un titre une master en banking et finance, un MBA. J'ai aussi fait des études de spécialisation et j'ai un PhD en biophysique et biotechnologie. Et le dernier certificat que j'ai eu, je l'ai fait avant la pandémie, mais malheureusement, j'ai dû le finir dans l'année de la pandémie. Et donc, c'est online avec le MIT. J'ai fait une certification de transformation digitale et juste avant que tout ça commence. Et maintenant, je me rends compte que c'était la meilleure chose que j'ai pu faire pour compléter mes études et pour pouvoir le participer à tout le monde et le pratiquer dans mon milieu professionnel. Super, super, c'est un très bon profil. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire la transformation digitale? Eh bien, je me sentais un peu en derrière avec la technologie, tu sais, parce que je ne suis pas trop vieille, mais j'ai aussi mes années, j'ai 53 ans. Et donc, quand on étudie, je pense qu'il faut toujours être ajourné avec les connaissances qui vont en vogue ou qui prennent en vogue le monde du professionnel. Et je me sentais un peu derrière en technologie. Je suis aimante de la technologie. Je ne suis pas ingénieure en technologie ou en informatique, mais dans les études que j'ai faites et le PhD que j'ai eu, le doctorat, pour spécifier que ce n'est pas médecine, c'est biophysique et biotechnologie. Et donc, c'est une partie de l'ingénierie informatique aussi. Et je me sentais un peu derrière parce que je voyais que le monde avançait très rapidement et que nous ne sommes pas, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde de pratiquer la transformation digitale dans notre moyen professionnel. Alors, c'est pour ça que je me suis décidée à le faire. Et j'ai choisi une des meilleures universités que je crois, pour faire ben oui, c'est l'MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology. Et je suis très fière d'avoir ces certificats parce que c'était un peu dur de le faire en distance.
avec les gens qui sont là, qui font les études présentiellement. Et donc, c'est pas évident hein, pour tous de le tirer avant. Donc, je suis fière et je suis contente de ça. Super, félicitations. Et Merci. tu vis au Salvador et tu vis au Salvador. Comment va le Salvador avec la COVID-19? Bon, ici, oui, je vis au Salvador, ici en Amérique centrale. C'est le pays le plus petit de l'Amérique centrale. On est seulement du côté du Pacifique, de l'océan Pacifique. On n'a pas la sortie à l'océan Atlantique. On n'a pas de chance. Mais on vit bien. Maintenant, avec la pandémie, tu sais, je crois que si on parle des numéros, c'est le pays le cinquième moins touché pendant toute la pandémie et par rapport à l'Amérique centrale est le numéro 70 dans le monde. Donc, on a bien, je crois qu'on a bien géré, on a fait une bonne gestion de la pandémie en tant que numéro de décès, pas en tant que numéro de personnes qui se sont contagiées, mais en temps de décès, on a un pourcentage très, très inférieur au reste du monde. Par rapport à la moyenne mondiale, on est à 1% au-dessus. Donc, ça fait beaucoup hein, pour ça. Je Ouais, crois que de ce côté-là, je crois que de ce côté-là, on a bien géré la pandémie. Mais pendant du côté économique, on a passé beaucoup de temps enfermé. Je crois que c'était même trop. On a commencé ici la quarantaine pardon, a commencé en février, mars, pardon, début mars, oui, le 11 mars. Et on est à peine sorti, hein, il y a une semaine. ah, Donc, donc tout a repris chez vous. ben oui. Alors, c'était pas évident pour tous les secteurs économiques. On va voir, ça veut dire qu'on va voir beaucoup de récès. J'espère qu'avec l'esprit salvadorien, parce que je suis sûre que tous les Salvadoriens sont des gens qui aiment bien le travail, qui aiment bien travailler, on est des gens qui bougent tout le temps. Et j'espère qu'avec ça, on va trouver un moyen de s'en sortir vite de cette crise économique. Ah ben, super, super. Alors, on va parler d'éthique. C'est quoi l'éthique? Ah, ça, ça c'est une question grande. Hein? Et je crois que je vais la faire petite pour ne pas s'étendre beaucoup. Pour moi, c'est un aspect moral. C'est un aspect moral de la vie et surtout de la profession ou du rôle que les personnes ont dans la société, plus que de la profession qu'on peut pratiquer. Et ça fait que pour moi, ce serait comme un contrepoids. C'est un contrepoids pour balancer les aspects inégaux qui sont créés par la société et par le développement qui n'est pas soutenable ou par le développement incontrôlé. Pour moi, c'est ça. Quand il y a une controverse ou des aspects controversiaux ou quand on a un aspect qui n'est pas évident, je crois que c'est le seul aspect moral neutral qui nous ramène à nous donner la main des deux côtés. Et Donc, ça veut dire l'éthique touche pratiquement et tout, en quelque sorte, d'après toi. C'est que vous soyez professionnel, évoluant dans n'importe quel secteur, que vous soyez voilà, gouvernement, que vous soyez organisation. Donc, l'éthique voilà. touche tout. Oui, pour moi, l'éthique touche tout. C'est pas un aspect professionnel, c'est pas un aspect de savoir lire et écrire, c'est pas un aspect de objectif des Nations Unies, c'est quelque chose qui se touche, qui doit se vivre, qui doit s'exprimer dans le Très jour bien. à jour. Donc, ça veut dire que on peut parler d'éthique dans le contexte de la COVID. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont laissés pour compte? Et il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de décisions que les gouvernements et à travers le monde prennent pour, je pourrais dire, gérer la contagion de la COVID-19. Donc, et dans ce contexte-là,
quel est le rôle de l'éthique? Et comme tu sais que les gouvernements doivent agir, ils doivent gérer, si tu veux, la population, ils doivent gérer l'environnement sanitaire, l'environnement physique et aussi les problèmes économiques qui viennent avec. Donc, l'éthique, quel est le rôle de l'éthique dans ce contexte-là? Eh bien, pour moi, l'éthique, c'est l'aspect le plus important dans ce contexte-là, parce que là, il faut que tu touches tous les gens. Il faut appliquer correctement les politiques et les pratiques envers les sujets controversiaux d'abord, en prenant compte surtout de la gouvernance de la personne, de l'entreprise, des professions, des politiques, des politiciens, du gouvernement, de la technologie. Ça touche tout. Et si tu prends en compte que pendant la crise, par exemple, il y a des technologies, de nouvelles technologies qui sont en train de s'utiliser, et notamment si on parle de l'aspect contagion de la COVID, on a beaucoup de apps ou d'applications qui sont nées pour tracer les endroits où la COVID s'est contagiée. Et là, on commence à avoir des problèmes avec les algorithmes qui sont créés derrière, parce que les algorithmes commencent à violenter un peu les droits de liberté et d'égalité des gens qui utilisent les applications, par exemple. Et alors là, on se trouve dans un problème, parce que même si ça sert, ou si c'est quelque chose qui doit être accepté par force par les habitants de certaines parties du monde, où les gouvernements veulent gérer bien ou contrôler le contagion ou les zones, mettre à part les zones où le Covid est arrivé, là, ils sont obligés à s'adapter à l'application et ils sont obligés à donner tout leur data personnelle. Par exemple, leur nom, leur prénom, leur identification, où ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, même s'ils ne veulent pas. Et ça, c'est un droit que tous les gens ont à se réserver. Et là, c'est pas évident. C'est pas évident, tu as raison. Et on peut aussi parler du mouvement des citoyens et les contacts, parce que les applications de traçage vous disent, voilà, avec qui vous étiez en contact, où est-ce que vous étiez. Donc, ça quand même devient un peu délicat. Mais en même temps aussi, il faut contenir la maladie, en quelque sorte. Donc, c'est un dilemme. C'est un dilemme pour balancer. Et c'est ce que je disais au début, hein. C'est un contrepoids. Là, il faudrait appliquer l'éthique vraiment pour faire un contrepoids. Et c'est l'exemple juste pour balancer cette violation au droit d'égalité et de liberté des gens. Tu ne peux pas interdire à quelqu'un de se déménager ou de se déplacer dans une ville comme il veut. Mais maintenant, comme il y a une pandémie, il y a des lois qui naissent à cause de cette pandémie. Et donc, il faut s'adapter. Et pour s'adapter, je crois que l'aspect éthique est très important pour balancer ces lois qui naissent et ces technologies qui s'appliquent dernièrement. Alors, je vais te poser une question qui, pour moi, peut être très difficile. Et donc, est-ce que tu penses, bon, là, on parle d'éthique, on parle de morale. Est-ce que, d'après toi, les gouvernements ont vraiment le désir de faire ça, ou qu'est-ce qui doit pousser les gouvernements ou le secteur privé ou les autres secteurs à appliquer l'éthique dans ces conditions-là? Eh bien, je crois que le gouvernement, il a vraiment l'obligation d'appliquer l'éthique. On va séparer un peu les choses, hein, parce que moralement, il a l'obligation d'appliquer l'éthique. Mais ce n'est pas toujours évident. Je reviens à ma phrase préférée. Ce n'est pas toujours évident. Et donc, le contrepoids doit venir de la population, sans appeler à la population à se rebeller contre le gouvernement, parce que ce n'est pas ça que je veux ou que je dis. C'est ce que je dis ou c'est ce que je suis en train d'exprimer, c'est qu'il y a un moyen pour faire un contrepoids et pour essayer que les gens et le gouvernement
ne passent pas l'un au-dessus de l'autre dans les lois ou dans les droits de l'un ou de l'autre, par exemple, et que les moins favorisés par la pandémie, c'est-à-dire les gens qui sont touchés par le Covid, parce qu'il y a des familles qui sont touchées, on ne peut pas nier ça, il y a des morts, des décès partout, il y a des cas très tristes, et sans passer au-dessus de leurs droits aussi de respecter leur décision de partager ou ne pas partager avec qui ils se sont vus ou avec qui ils ont été ou ils se sont déplacés. Et ça, ce n'est pas toujours évident avec les applications de traçage ou les nouvelles technologies, dont le portable, le cellulaire, Internet of Things. Ouais, et tu veux ou tu veux pas, et il y a des informations qui sont collectées, en quelque sorte, Voilà. par ces petits appareils, en quelque sorte. Voilà, et tu as parlé de défavorisés, et je sais que tu travailles avec les enfants aussi, les enfants défavorisés qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, tu as étudié la transformation digitale et tu es en contact avec les déshérités, tu es en contact avec les défavorisés. Est-ce que tu penses que la COVID va renforcer ou la COVID renforce déjà le fossé numérique entre, je pourrais dire, ceux et celles qui ont accès et ceux et celles qui n'ont pas accès? Donc, comment tu vois COVID, fracture numérique? Est-ce que tu penses que COVID vient renforcer cette fracture? Oui. Malheureusement, oui, je pense que ça vient renforcer ça. Hein, parce que si on parle de nos pays, par exemple le tien ou le mien, en Amérique latine, on sait très bien que l'accès à la technologie ou l'accès à l'informatique ou l'accès plus encore à l'Internet, c'est inférieur aux 30% de la population. Et si on parle des étudiants, à cause de la COVID, maintenant, on a eu disons, une diminution très grande des étudiants qui n'ont pas l'accès évident à continuer ces études à leur maison ou avec la quarantaine. Donc, ça fait ici, au numéro par exemple, ça fait ici que si on parle d'objectifs, comme l'éducation, ça fait que ici, on a perdu plus de 70 000 étudiants en 6 mois. Quand avant, c'était 238 000 en une dizaine d'années. Donc, ça s'est triplé. Si tu vois, c'est 3 fois plus d'étudiants dans une période de temps de 6 mois. Ça, c'est d'accord aux études qui ont lancé l'UCA, l'université ici de Centroamericana, et une publication que j'ai de El Diario de Hoy et de la Prensa Gráfica, des journaux plus courants du pays. Si tu vois aussi, il y a des spécialistes qui font aussi les analyses des numériques dans les journaux et dans les réseaux sociaux. Et là, tu peux voir aussi des numéros qui ne sont pas ceux qu'on s'attendait. Donc, si avant, on avait les objectifs de développement soutenable des Nations Unies qui étaient prévus pour 2030, maintenant, je crois qu'il faut les ajuster parce que ce ne sera pas évident pour tous les pays, dont les pays d'Amérique latine, et qui seront très touchés. Je ne sais pas chez toi, mais parle-moi chez toi. Par exemple. En Haïti, je crois que c'est pareil comme ici. Le droit à l'Internet ou l'accès à l'Internet, c'est inférieur aux 30%. Et ça, c'est très déplorable parce que même si on a accès à beaucoup de portables, si tu vois les numéros de l'économie nationale, par chaque membre de population au Salvador ou dans chaque famille, il y a au moins un portable. Et ça, c'est contradictoire. Ouais, chez nous, c'est environ 60%. C'est pratiquement 60%. C'est le double de la population. Et oui, mais tu as parlé des ODD, tu as parlé des Nations Unies. Donc, tu penses que les Nations Unies devaient revoir les objectifs de développement durable, parce que ces objectifs, ils sont 17, et comme on le sait, et ça vise à avoir un monde juste et à l'horizon de
de 2030. Maintenant, l'aspect social, les inégalités sociales, donc ça se renforce avec Covid. Oui, ça se renforce beaucoup. Et je crois, toi, tu es spécialiste pour ça, hein, Jean-Marie. Et je crois vraiment que maintenant, il faut les ajuster. Si on parle des 17 qui était prévu du 2019 ou 2020 à 2030, maintenant, je crois que si on fait un retrocé où on va en arrière dans l'économie, dans l'éducation et dans les aspects sociaux, on va aller en arrière pas mal de temps. Donc, si on va aller en arrière pas mal de temps, si disons que pour nous, par exemple, au Salvador, on a descendu ou on est en train de prévoir que au PIB, le PIB va descendre 8 points, c'est beaucoup. Tu crois qu'on va avoir droit à l'éducation sociale ou l'éducation, disons, gratis pour tous les gens moins favorisés? Je ne crois pas. Pas évident. Parce que les gens commencent à voir qu'ils doivent se maintenir, se soutenir. Et les enfants qui avant allaient à l'école dans des endroits pauvres du pays, disons, ou moins favorisés du pays, maintenant devront voir d'aider leur famille. Parce que c'est comme ça, c'est une histoire triste, mais c'est la vérité. Ils vont commencer à voir comment aider leur famille pour se soutenir. Et donc, ils vont abandonner l'école. Et donc, les objectifs ne vont pas forcément être atteints en disant, comme le disait Nations Unies. Mais Nina, le numérique aussi peut jouer un rôle, si tu veux, dans la croissance, dans le développement. Donc, c'est comment les gouvernements, et là, c'est la même situation pour nous en Haïti, comment le gouvernement salvadorien, comment le gouvernement haïtien devrait utiliser les technologies, la transformation digitale pour offrir des services et aussi, si tu veux, offrir des services aux citoyens et, si tu veux, et renforcer l'économie, en quelque sorte. Et bien sûr, ça, c'est l'obligation du gouvernement, de chercher les moyens pour que tout le monde puisse avoir droit ou accès à la technologie et s'éduquer. Et dans ce sens-là, si tu vois, il y a beaucoup de transformations à faire. Par exemple, commençons par le gouvernement. Des investissements qui doivent être faits, selon moi, dans le gouvernement pour diminuer cette, disons, ce fossé, cette fracture. Ce fossé, cette fracture, cet écart dans les gens qui sont vraiment développés ou technifiés et les gens qui n'ont pas accès à cette technologie. Il y a un écart très grand. Et donc, pour diminuer cet écart, il faut voir la réalité des pays, par exemple les pays comme les nôtres. Si on fait des investissements publics, à mon avis, doivent être faits en éducation digitale. Parce que maintenant, tout le monde va être forcé à être enfermé, plus ou moins, je ne sais pas combien de temps. Ça, c'est quelque chose que toi, tu ne peux pas dire et moi, je ne peux pas dire. On ne peut pas prévoir ça. Ça, c'est passé d'un jour à l'autre. On doit être prêt à que ça se passe, encore une fois. On ne sait pas si cela va passer, si on va retourner à un normal qui était le même qu'avant, ou si on va retourner à un nouveau normal. Et le nouveau normal, ça veut dire être enfermé et faire les activités qu'on faisait avant, les faire à notre maison ou à notre endroit où on puisse être dans le cluster de notre famille ou des personnes qu'on choisit du travail pour pouvoir mener devant cette société. Et si on parle d'éducation, c'est encore moins évident parce qu'il y a les petits qui doivent être suivis par un adulte à la maison qui doit contrôler aussi l'accès à la technologie. Et par contre, de l'autre côté, il faut développer le reste du pays, dans le cas comme le nôtre, pour faire arriver l'Internet au moins aux 70% de la population. Donc, ça veut dire qu'il faut un développement dans les infrastructures, il faut le développement de services, il faut que le service soit aussi abordable parce que si on est pauvre, on ne va pas pouvoir payer pour le service. Surtout ça.
c'est ça. Maintenant, il y a un aspect que je voulais voir, effectivement, et quand tu parles de l'éducation ou du travail à distance, donc chez toi, c'est assez répandu pendant le confinement parce que chez nous, on a parlé de cela, mais on n'a pas vraiment les chiffres, on n'a pas les chiffres réels pour savoir combien de personnes réellement qui font du télétravail. Mais je sais qu'il y a une pression et que les entreprises, les PME particulièrement, ont pratiquement investi un peu d'argent et redéfinir les politiques pour arriver à permettre à leurs employés de travailler à distance. Donc, chez toi, comment est-ce que ça se passe? Bon, ici, la loi vient juste d'être approuvée, je crois. Et je ne sais pas si elle était approuvée ou pas, parce qu'il y avait une discussion que ce n'était pas juste de l'approuver, parce qu'il y avait moins de 30% de la population qui avait accès à Accès. l'Internet. Et donc, c'est un discours qui est devenu politique quand, quand, à mon avis, les politiciens devraient commencer à avancer un peu dans le sens humain. C'est-à-dire, ils devraient commencer à abandonner les barrières entre une croyance et l'autre, ou entre un sens politique et l'autre. Diminuer ce fossé, ça veut dire aussi se retrouver ensemble. Et donc, l'aspect éthique et moral revient encore à faire bilan. Et là, tu fais un contrepoids tellement grand si tu permets que les gens ou que les divers secteurs de la société puissent participer dans les décisions que le gouvernement et l'Assemblée législative prennent, par exemple. Parce que sinon, on n'est pas bien représenté tous les secteurs. Et ça veut dire que plus de 70% de la population qui n'aura pas accès à l'Internet n'aura pas accès au travail et n'aura pas accès, pas forcément, à l'éducation. Et donc, c'est une inégalité incroyable. Et encore, ce n'est pas éthique. Maintenant, comment on devrait, et je pourrais dire, aborder cette problématique? Parce que il faut l'accès, il faut des investissements, il faut créer un environnement propice à l'exploitation même du numérique et en même temps aussi, cette fracture-là grandit en quelque sorte. Comment arriver à offrir et en même temps aussi créer les conditions pour offrir? Eh bien, les conditions pour offrir, je crois qu'on a plus qu'avant besoin d'aide et il faut revoir toutes les lois qui touchent, disons, l'ensemble de la population mondiale. Parce que là, tu parles d'une fossé numérique et tu parles aussi de la facture qui nous passe le Covid. Et avant, ce n'était pas évident. Maintenant, c'est beaucoup plus grand. Et donc, si on ne va pas arriver aux objectifs de développement soutenable, alors là, c'est les Nations Unies, selon moi, et les banques mondiales et les banques interaméricaines, et la ADB, la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. FMI. Et oui, l'FMI qui doit commencer à intervenir et à dire, bon, asseyons-nous et voyons les situations des pays pauvres. Parce qu'on ne peut pas continuer avec cette inégalité. La pandémie a renforcé l'inégalité et a fait surface à ces inégalités, à cet écart facture numérique qu'on avait avant. Et donc, c'est un aspect qui devient très fragile au niveau mondial. Et il devrait assigner ou donner ou faire des efforts pour étudier un peu plus au fond l'état économique de chaque pays et aider pour l'infrastructure, pour appuyer l'infrastructure, je répète, technologique et donner accès au moins à tous les pays à l'Internet. Si on fait ça, je crois que c'est la première intervention qu'il devrait faire. Alors là, chaque pays pourrait se débrouiller un peu plus librement avec l'Internet pour arriver à chaque maison où il y a un enfant
ou un adulte qui est prêt à étudier et donc à s'améliorer ou à améliorer l'économie de sa famille. Par rapport à ça, c'est ce que nous faisons, par exemple, c'est ce que les projets que je travaille. Je suis en train de travailler l'aspect éthique dans le développement des zones naturelles qui ne sont pas protégées et qu'on tend à développer sans contrôle pour le tourisme. Et donc, je suis en train de créer ici un blog et de commencer à faire l'éducation éthique pour le développement éthique des zones non protégées et pour pouvoir les partager avec les touristes mondiaux, par exemple. Ici, le gouvernement, il a fait une bonne gestion de la zone touristique et la ministre du Tourisme aussi, je crois, parce qu'ils ont commencé à créer Surf City, qui devient un aspect mondial. Surf City, c'est très intéressant parce que finalement, une zone que j'aime beaucoup, et j'ai grandi un peu là aussi pendant les vacances, mon père, il a aidé aussi à développer cette zone-là dans les années 70, mais elle est restée sans développement pendant beaucoup d'années. Et donc maintenant, il y a beaucoup de touristes qui découvrent ces zones-là. Je pense qu'à Haïti, c'est la même chose. Il y a des plages qui sont tellement belles et des endroits qui sont jolis, mais ils sont pauvres quand même. Pourquoi? Parce que le tourisme, il arrive d'une manière qui n'est pas ordonnée. Et le développement, selon moi, devrait arriver de la main de l'éducation des personnes de la zone. Et donc, commencer à créer des écoles techniques pour le tourisme, des universités pour le tourisme. Et ne parlons pas d'université, parlons d'écoles techniques, parce que, soyons vrais, la plupart des gens de ces zones-là sont moins favorisés que nous et ils n'ont pas eu l'accès, pas forcément, tout le monde, à l'éducation ou à la technologie. Et donc, le fossé là est beaucoup plus grand. Et ils doivent se rencontrer avec le développement des grands hôtels ou des choses qui commencent à se construire dans leur zone, et pas forcément leur économie va avancer avec ce développement s'ils ne sont pas prêts à servir ces gens-là d'une façon éduquée, c'est-à-dire d'une façon formée, une formation technique en langue, en technologie, en restaurant ou en hôtellerie et tourisme, en cuisine, haute cuisine, par exemple. Ce serait quelque chose d'aide pour les gens de ces zones-là. Et ça éviterait la migration aux pays plus développés. Et comme ça, on aurait une zone qui se développe soutenablement parce qu'on amène en même temps l'éducation. Si tu n'amènes pas l'éducation, et si les entrepreneurs comme nous, qui sont les gens qui font les investissements dans ces zones-là pour en profiter après ou pour avoir des profits après, ne sommes pas les premiers à donner l'exemple, on ne va pas pouvoir demander au gouvernement l'appui pour qu'il le fasse tout seul. Parce que maintenant, le gouvernement aussi, il a le problème du Covid qui a renforcé la fossé numérique. Donc, voilà, et tu parles de formation, mais il y a un point sur lequel je voulais revenir, que tu as mentionné tout à l'heure, et c'est sur l'éducation, je pourrais dire l'éducation à distance, et Oui. comment ça crée aussi, ça renforce aussi ce fossé-là dont on parle. Mais il y a aussi la formation des parents, parce que si les parents ne peuvent pas aider les enfants et pour savoir comment se connecter, et bon, tout ce qui doit venir avec. Et parce que si on fait la formation en ligne, l'enfant doit avoir un espace favorable à l'apprentissage en quelque sorte. Voilà. Il faut une connexion à Internet, il faut l'électricité. Et chez nous, voilà. Donc, ça veut dire le parent doit avoir quand même, il faut faire un investissement quand même. Donc, il faut faire un environnement qui soit favorable à l'enfant pour qu'il puisse comprendre et qu'il puisse étudier et améliorer ses atouts. Ouais. Voilà, et tu as parlé de ton travail avec les défavorisés. Je pense que ça doit être passionnant, non? Oui, c'est passionnant. Et ils apprennent vite, hein, les enfants.
Là, on est le week-end dernier, on est allé avec mes enfants parce que je les amène avec moi, les deux petits qui sont encore avec nous, pour faire ces travaux-là, pour aider les moins favorisés et pour savoir que si une personne elle a quelque chose à faire, c'est la partie éthique, sociale et économique qui peut laisser aux gens de son pays ou aux gens de la société où il se développe. Parce que les moins favorisés ne vont pas s'en sortir tout seuls. Et ce n'est pas non plus que je crois à donner seulement pour donner. Hein. Ce n'est pas étendre la main comme ça et être prêt seulement à recevoir. Non, il faut leur donner des atouts et des tools pour, pour qu'ils puissent s'en sortir après. Et donc, ça veut dire que si tu vas aider, il faut aider intelligemment, pas seulement aider pour aider. Et ça veut dire que si tu vas aider une personne, tu ne vas pas leur donner de l'argent seulement parce que tu ne vas pas leur donner une télévision ou tu ne vas pas leur donner un ordinateur, ça va pas changer leur vie. Il faut leur donner des atouts qui servent à ces gens-là dans un futur soutenable pour eux. Parce que si tu donnes quelque chose, ça doit pouvoir se multiplier dans le sein de sa famille. Et si ça se multiplie dans le sein de sa famille, alors là, tu as fait un bon effort et un bon travail et une bonne aide, un bon support. Sinon, tu n'as pas fait un bon support. Voilà, voilà. Et on va revenir aux applications de traçage. Il y en a au Salvador et le gouvernement utilise dans le contexte de la COVID. Oui, il y en a par ville, disons. La maison de ville, ici, il y a 262 municipios ou villes. Et les maisons de ville, municipalités, voilà, pardon. Municipalité, le compagnol. Municipalité. Municipalité. Et les hôtels de ville et le maire de chaque municipalité est en charge d'une application pour faire le traçage de la COVID dans leur municipalité. Et il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a pas mal aussi qui ont employé ça. Et ça a aidé, comme je t'ai dit, à retenir ou à tenir le numéro de décès bas. OK? Ça c'est quelque chose qui s'est bien géré, je crois. Maintenant, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a demandé qu'il y ait un usage responsable qui se fasse des applications de traçage, et parce que ces applications-là accèdent aux données personnelles des gens, aux données confidentielles en quelque sorte. Donc, ça touche, ça peut constituer une menace même pour les droits et libertés fondamentales. Donc, tu as parlé tout à l'heure de lois qui sont votées au Salvador, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment possible que l'on fasse un usage, je pourrais dire, responsable, un usage qui ne va pas nuire en quelque sorte aux citoyens? Et je ne sais pas là, hein, parce que l'aspect éthique, ça rentre encore. Et on te force à utiliser, par exemple. Ça, c'est la première violation. Si on te force à utiliser quelque chose que tu ne veux pas utiliser et que tu n'as pas, disons, par loi, pas forcément, tu dois l'accepter. Et là, tu commences à toucher l'aspect éthique. Et je crois que même s'il y a une pandémie, ils n'ont pas le droit de passer au-dessus des droits de tous. C'est comme l'exemple que je t'ai donné de l'accès à l'Internet. Pourquoi on n'approuvait pas le télétravail? Parce que seulement le 30% moins de 30% avaient accès à l'Internet. Et alors, ce 30%, il est resté pendant un certain temps, parce que maintenant, je crois que c'est approuvé, pendant un certain temps, sans le droit à travailler aussi, parce que les autres n'avaient pas l'Internet.
Mais là, tu parles d'éthique aussi, parce que ce n'est pas le 30% ou le 70% qui ont le droit par majorité ou pas par majorité, hein. C'est le 100% qui naissent avec les droits et c'est le 100% qui naissent avec les libertés. Et là, il y a le gouvernement qui oublie cette partie qui est très importante et il y a aussi à l'Assemblée législative, il y a les représentants des partis qui oublient ça aussi de l'autre côté. Et donc, s'ils ne se mettent pas d'accord, c'est seulement une partie de la population, éthiquement, qui reste avec des droits et des libertés. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, je n'arrive pas à l'apercevoir, ni à le voir appliqué dans mon pays. J'aime pas. J'aime pas, et je dis qu'il faudrait trouver un bilan, un contrepoids. Le check and balance. Il faut faire le check and balance. Voilà, le check and balance. Et commencer à voir où est-ce qu'on est en train de faire une faute aux gens qu'on laisse dehors, par exemple. Et là, tu vois que dans les applications de traçage, tout le monde a été obligé, mais ce n'était pas le 100% qui l'ont utilisé. Et même si tu voulais déconnecter dans le portable l'application de Google de traçage, l'application avait déjà un algorithme qui te traçait. Et on ne t'avait pas demandé si on te traçait ou pas. Ouais. Et donc là, c'est une violation directe à ton droit. Et aux libertés fondamentales. Voilà, aux libertés fondamentales de l'individu. Ouais. Et les grosses plateformes comme Facebook, Google, donc ils n'ont pas besoin de votre consentement. WhatsApp, et moi je vois, et bon, moi je parle plus de WhatsApp en quelque sorte parce que quand je dis je parle plus, je vois, en fait, WhatsApp, Facebook, ça devient énorme. Alors pour notre âge, ben oui, pour les gens de notre âge, c'est ça. Hein. Le reste, c'est le Twitter, c'est l'Instagram, voilà. Mais par exemple, il y a une liaison maintenant qui est faite entre WhatsApp, entre les données de WhatsApp et les données de Facebook. Donc, oui, parce que au vu aussi des régulateurs en quelque sorte. Et l'heure avant, c'est donc et là, compte tenu que l'éthique a rapport avec la morale, tu l'as dit tout à l'heure, et maintenant, ces technologies-là qui étaient, en fait, qui sont décriées en quelque sorte, et technologies de traçage, de GPS, tout ce que ça donne, et la COVID, qui doit être gérée en quelque sorte. Donc, est-ce que tu penses que cette technologie devrait être acceptée ou on devrait dire, bon voilà, aujourd'hui, on est en crise, il faut résoudre les problèmes, oublions les droits fondamentaux, oublions les libertés individuelles? Non, on ne peut pas. Même si on veut, moi, je suis radicale en ça. L'éthique et la morale, un peu radicale. L'éthique et la morale vont toujours au-dessus. Parce que c'est le lien entre les droits et la liberté de l'individu. Donc, ça fait un contrepoids. Ça fait un contrepoids quand il y a une pandémie, par exemple. Il paraît que tout le monde doit se mettre dans le même sac. Mais ce n'est pas évident. Il faut demander aussi aux gens, parce que les gens ont droit à décider pour eux-mêmes. Et ce droit-là fondamental n'est pas forcément donné, même si tu es sous une pandémie. Ici, c'était une question très discutée aussi au niveau gouvernemental et au niveau de presse. Parce que il y avait les journalistes qui publiaient ou tout le monde qui commençait à publier les numéros, les chiffres qui étaient privés, par exemple. Et là, c'est une violation aussi, notamment au droit de la liberté de l'individu, de l'individuel. Et ils ont passé au-dessus de ça. Et tout le monde a commencé aussi à publier, même des entreprises ou des travailleurs du gouvernement ou n'importe quelle personne de la société avait accès à des informations qui normalement sont privées. Et ça devient un point de discussion grande. Et il y a aussi, par contre, de l'autre côté, les lois qui permettent au gouvernement de, dans un temps de pandémie, passer au-dessus des droits de l'homme
Et donc, je crois qu'il est temps de commencer à s'asseoir et de commencer à voir, nous qui sommes les gens qui sont ceux qui souffrent à la fin, les décisions gouvernementales et les décisions de la société, de poser la question grande, où voulons-nous aller? Qu'est-ce que nous voulons-nous qu'on fasse avec nos droits? Parce que si ce n'est pas nous qui commençons à questionner, il n'y a personne qui va questionner. Il n'y a personne qui va demander. Alors, j'ai une question sur, le groupe. Alors, je dois dire aussi que ceux-là qui se sont inscrits en tant que VIP, qui sont dans notre salle virtuelle. Donc, il y a Anglade Perrier qui a posé cette question. Est-ce que la liberté individuelle, la liberté individuelle a préséance sur la sécurité nationale? Oh! Et non. Et tu commences là. Bonjour Anglade et merci d'être là dans le VIP. La liberté individuelle ne peut jamais passer sur la sécurité nationale, comme la sécurité nationale ne peut pas passer aussi sur la liberté individuelle. Et c'est là que je commence à faire le check balance, comme on disait tout à l'heure avec Jean-Marie. On commence à être radicaux et on commence à séparer les choses parce qu'on commence à avoir le temps pour penser. Parce qu'avant, on n'avait pas le temps de penser. Avant, on n'avait pas le temps de réfléchir sur ce qui se passait dans la vie de tout le monde, dans la vie de notre société. On allait dans notre vie de jour à jour. On avait nos enfants, notre famille, et les moins favorisés avaient leurs enfants, leur famille, et on faisait une séparation qui n'était pas notable. Maintenant, on la voit et on la sent parce qu'on a le temps de réfléchir. Et c'est justement à ça que les crises servent à évoluer. Et donc, si tu commences à parler de liberté individuelle, je pense, et de sécurité nationale, je peux te dire que selon moi, je ne suis pas une personne qui a... C'est pas forcément que moi j'ai raison, mais je te dis ce que je pense. Et humblement, je pense que la liberté individuelle, si elle passe au-dessus de la sécurité nationale, tu violentes aussi la liberté individuelle de ta propre personne. Ben oui, de ta propre personne. Et donc, tu violentes ta liberté individuelle. Donc, ça va de la main, Anglade, parce que la sécurité nationale est faite de personnes. Et chaque personne a une liberté individuelle. Et s'ils commencent à se respecter entre eux, la sécurité nationale ne va pas aller dessus sur la liberté individuelle. Alors, si on parle de ça, je crois qu'on pourrait se mettre d'accord. Mais si on commence à parler de caprice, par exemple, il y a certains secteurs de la société ou certaines personnes qui commencent à parler radicalement et ça devient à la fin un caprice de pouvoir. Et si tu commences à entrer dans le caprice de pouvoir, c'est-à-dire je commande et je veux commander, alors là, la liberté individuelle, selon moi, est à préséance sur la sécurité nationale. Ça dépend si tu le vois de ce point de vue-là. J'espère que j'ai répondu. Oui, mais qui doit, je reprends encore la question que j'ai posée tout à l'heure, qui doit établir cet équilibre-là? Ce n'est pas le gouvernement, bien sûr, ce n'est pas le secteur privé, et tu m'as dit la société, les gens. Maintenant, comment organiser les gens, comment éduquer les gens pour défendre ce droit et je pourrais dire d'exiger cet équilibre en quelque sorte. On dirait qu'on appelle à une révolution et ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Hein? Parce que je vois ici, par exemple, Jeff Baldrum. Bonjour. Comment arriver à concilier les deux libertés, individuelle et nationale? Et nationale. Justement. Bonjour, Jeff. Merci de nous rejoindre. Et ta question est très intéressante aussi, comme celle d'Anglade. Et justement, Jean-Marie a touché ce point-là. Et je crois que c'est les gens, comme Jean-Marie l'a posé, c'est nous. Parce que si tu commences à te séparer
de la liberté nationale, alors tu n'es pas individuel non plus, parce que c'est l'individuel qui conforme le national. Commençons à penser comme humains. C'est difficile parce que la société, tu ne vas pas l'organiser. Ça, c'est d'abord une chose qui ne doit pas forcément être faite. Mais le point qui nous rejoint tous, c'est l'aspect humain. Et c'est là que je reviens à l'éthique et à la morale. Si on n'a pas une éthique et une morale, derrière, l'aspect humain se perd. Et on commence à parler d'aspect scientifique, d'aspect professionnel, d'aspect politique et gouvernemental, et on se perd complètement. Mais à la fin, qu'est-ce que le Covid t'apprend? T'apprend à évoluer comme humain, pas comme docteur ou PhD ou comme MBA ou comme ingénieur. Ou comme... Non. Comme humain. Comme humain. Comme humain, parce que tu vas mourir comme tout le monde si tu as le Covid, par exemple. Ou, malheureusement, ou tu vas survivre comme quelques-uns qui ont survécu le Covid aussi, bien heureusement. Mais tu ne sais pas. Et moi, je ne sais pas. Et donc, c'est l'aspect moral et éthique qui revient, Jeff. Et à mon avis, la conciliation devient là, bien là, dans l'évolution de l'humain, pas dans l'évolution du professionnel, du travail, du télétravail ou de la transformation digitale. Disons que c'est une transformation covidienne dans l'humain. Avant d'arriver à la question d'Elena Tedesco, qui est sur le groupe, je vais te dire. Bonjour Elena, merci de nous rejoindre. Donc, et ça devient important la question d'éthique parce que ça devrait être enseigné, ça devrait être pratiqué, ça devrait être, ça doit être de notre quotidien en quelque sorte. Est-ce que je pourrais dire les universités ne devraient pas développer un curriculum qui a rapport avec l'éthique, qui a en tout, parce que les gens qui dirigent le monde aujourd'hui, ils ont été pratiquement des étudiants, les professionnels, etc. Donc, en quelque sorte, il y a cette transition qui se fait. Donc, l'éthique doit être enseignée en quelque sorte, doit être pratiquée. Bien sûr, et c'est ce qu'on a oublié dernièrement. C'est-à-dire, moi, je crois que l'éducation, comme tu disais, voyons le fossé et voyons le numérique. Si tu reviens dans les années où j'ai commencé mes études, par exemple, j'avais 19 ans. Oui, comme tout le monde, entre 18 et 19 ans. Quand on commence, on est favorisé, disons, à avoir droit à l'université ou à des études supérieures, on commence à cet âge-là. Quand j'ai commencé à étudier, et quand j'ai commencé à étudier à l'université, je me suis rendu compte que les études étaient développées autour de l'éthique à cette époque-là, en 1986. Je parle il y a beaucoup d'années. Ouais. Et donc, 36 ans, 34 ans, plus ou moins. Et donc, ils étaient autour de l'éthique. Et on avait une dernière évaluation que tout le monde devait passer, et c'était l'éthique professionnelle. L'éthique et la morale professionnelle. Maintenant, quand les temps commencent à passer, parce que j'ai pas mal étudié, tu t'es rendu compte avec mon CV, je continue à étudier et j'adore étudier parce que je crois que c'est la seule façon de soutenir ou de se tenir jeune en temps ou même de participer ou d'être en contact avec la réalité et la société. Oui, d'être en contact avec la société, d'être en contact avec la vie. Avec la vie. Et voilà, parce que tu peux pas blame on everybody si tu es dehors de la société ou dehors de... Non, c'est à toi d'être présent. Et d'être présent, ça veut dire être ajourné. Et quand je vois les études maintenant, les études sont de plus en plus spécialisées. Et les spécialisations qui sont en train de se former, ils spécialisent aussi l'éthique. Et en spécialisant l'éthique comme une carrière spécifique, ils laissent en dehors le 99% des autres carrières universitaires sans l'éthique. Et alors, tu ne peux pas culpabiliser les jeunes ou les millennials ou les générations Z. Non, tu ne peux pas les
les culpabiliser parce qu'ils ne sont pas coupables. Ils étudient et ils vivent une vie qui leur est apprise. Et c'est nous, disons, les parents de ces générations, qui sommes les responsables de ce qu'on voit maintenant. On ne peut pas dire non. Ouais, j'ai une question de Léna Tedesco. Dans quelle façon les gouvernements, en tant qu'institution protectrice des droits des citoyens, peuvent s'assurer de la correcte utilisation des données sensibles dans le cadre de la COVID-19? Ah, là, c'est une question très intéressante. Bonjour Elena et merci de nous rejoindre dans le VIP. Je te remercie. Eh bien, c'est une question difficile parce que les gouvernements, c'est pas forcément des gouvernements qui travaillent tous ensemble, disons. C'est pas un gouvernement homogénique, c'est pas un gouvernement idéal, c'est un gouvernement qui travaille avec ceux qui ont hérité du gouvernement antérieur, dans notre pays par exemple, et qui n'ont pas des plans longs de projection ou de planification de développement. Et dans ce sens-là, tu parles des gens qui sont héritiers ou qui viennent des gouvernements antérieurs et qui continuent à manager ou à gérer les grosses data ou les numéros ou les données sensibles dans la façon dont les gouvernements antérieurs le faisaient. Et là, tu commences à voir les aspects éthiques qui commencent à se violenter dans le public. Par exemple, si maintenant il y a des droits à que les données sensibles doivent être communiquées et acceptées par le propriétaire des données sensibles à être publiées, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Et donc, les gens qui gèrent les données sensibles au niveau gouvernemental, qui ont plus de 5 ans ou de 7 ans de travailler au gouvernement et qui sont, par exemple, habitués à travailler d'une certaine façon, ils vont pas, et ce n'est pas évident pour eux d'accepter les nouvelles lois. Et donc, ils vont commencer encore à travailler comme ils le faisaient avant. Ils étaient propriétaires, disons, des données sensibles et ils faisaient avec elles ce qu'ils voulaient. Ils les donnaient à la presse, ils les donnaient aux réseaux sociaux, ils les partageaient avec leur famille ou ils le partageaient avec les personnes qui voulaient, pas tous, disons, les gens qui n'étaient pas éthiques. Et ils travaillaient comme ça. Maintenant, ils doivent travailler avec une loi, mais ce n'est pas évident qu'ils appliquent la loi. Donc, Elena, je peux te dire que pour les gouvernements, ce serait bien de mettre à jour le personnel, tout le personnel qu'ils héritent des gouvernements antérieurs. Parce que là, tu te retrouves avec des gens qui sont habitués à travailler d'une façon et qui ne pas forcément ont été technifiés dans les nouvelles lois et façons à appliquer aux données sensibles. Et punir, par exemple, par loi, les gens qui ne respectent pas ça. C'est le cas des travailleurs gouvernementaux ou c'est le cas des certains. Ça, je ne mets pas tout le monde dans un seul sac, mais les gens qui ne travaillent pas éthiquement. Et on revient à l'éthique. J'ai une question relative à ce point-là et je vais la poser après. Et parce que ce sera la dernière question et je sentais que tu allais toucher ce point-là en ce qui a rapport avec la publication des documents administratifs et je vais y arriver, et la publication sur les réseaux sociaux. Donc, je vais arriver. Maintenant, et Anne-Charine Lebouté, elle n'a pas posé de question, mais elle a dit qu'elle a eu un cours d'éthique. Elle a eu un cours d'éthique et c'est l'un des premiers cours qu'elle avait dans les programmes. Donc, elle étudie à l'université aux États-Unis. Donc, c'est une très bonne chose. La question que j'ai... une très bonne chose. Oui, super. La question que j'ai, et juste avant de poser, alors l'avant-dernière question que j'ai, c'est quelles approches doivent adopter les développeurs d'algorithmes qui conçoivent ces systèmes-là? Parce que les applications, elles sont développées par des techniciens en quelque sorte.
Maintenant, quelle approche que tu penses que les développeurs d'applications, les développeurs d'algorithmes devraient adopter? Là, on entre dans deux aspects très grands. Le premier, comme toi et moi, on le sait, spécialisé toi, ingénieur informatique et moi, spécialisé en transformation digitale, la cybersécurité, c'est une des choses très importantes. Si on commence à toucher les algorithmes qui sont développés sans éthique. Et on commence par voir les applications de traçage. Les applications de traçage, tu sais très bien, comme moi je le sais aussi, que dans la programmation, il faudrait un filtre toujours qui doit être passé avant de lancer un algorithme qui puisse te tracer, même si tu as désactivé le traçage évident dans tes appareils avec Internet ou Internet of Things. Et tu sais très bien de quoi je parle. Il y a des plateformes qui sont aussi des plateformes qui ne sont pas évidentes et qui permettent ou qui utilisent les algorithmes de hackage éthique, disons. Et le hackage éthique, déjà la parole, elle est un peu controversée, pardon. Elle est déjà controversée, la parole, parce qu'il n'y a pas un hackage éthique. Si tu veux être éthique, tu dois demander les droits d'abord. Et une fois les droits te sont cédés, alors là, tu peux entrer dans les données sensibles ou privées de chaque utilisateur d'Internet. Et les algorithmes ou les gens qui écrivent les algorithmes le savent très bien. Et ils devraient être, selon moi, ils devraient être passés par un filtre avant de pouvoir publier ou de pouvoir utiliser publiquement un algorithme dans quelques applications ou plateformes ou blockchain qui veulent le faire. Le minage, par exemple, doit passer par 4 personnes au moins. Si on parle de blockchain et de miners, ils doivent passer par 4 personnes pour miner une parole. Et comme ça, tu t'assures que la personne qui reçoit le message, il va chiffrer et il va être déchiffré de l'autre côté, il va être chiffré et déchiffré dans une façon éthique. Mais les algorithmes ne sont pas forcés à passer par ça. Et il y a des plateformes qu'on peut utiliser pour aussi voir qui est en train de nous tracer. Et donc, ça devient un monde ou une boule qui ne finit jamais. Qu'est-ce que tu en penses comme spécialiste informaticien, Jean-Marie? Eh bien, et alors, je pense que effectivement, les programmeurs, les développeurs, ils ont un rôle important à jouer dans le développement ou encore, si vous voulez, dans l'application même de l'éthique dans leur travail. Et je donne un exemple. Et une fois, il y a quelqu'un qui a développé une application où le code utilisateur et le mot de passe n'étaient pas encryptés et on pouvait voir dans la base de données clairement les mots de passe qui sont utilisés par les utilisateurs. Et voilà. Comme vous savez, parfois, les gens qui ne sont pas trop avancés dans la technique, donc ils utilisent un seul mot de passe. Et en ayant accès à ce mot de passe-là, on peut accéder à d'autres choses, parce que si on a l'email de la personne, on a son mot de passe, donc ça peut causer beaucoup de problèmes. Ça, c'est un aspect. On peut, par exemple, prendre d'autres aspects dans la question de développement d'algorithmes. Par exemple, il y a des pays qui le font, il y a un aspect discriminatoire, par exemple, pour dire, bon voilà, et cette application-là collecte des données sur les gens qui vivent dans telle zone, par exemple. Donc, c'est une forme de discrimination et où on peut dire, bon voilà, on a une application qui met de côté des gens qui ont un certain âge et pour des raisons qui ne sont pas, je pourrais dire, qui ne sont pas correctes en quelque sorte. Donc,
dans la programmation, il y a tout. Et la programmation, c'est effectivement la façon dont on veut que le problème soit abordé. Parce que l'algorithme, voilà. c'est l'approche. L'algorithme, c'est comment on résout un problème. Et Voilà. comment. Alors, il faut dire que ça vient avant le coding. Donc, il faut poser le problème et dire, bon, voilà comment on va résoudre ce problème. Donc, quelles sont les conditions et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour résoudre ce problème. C'est comme une fonction mathématique. Donc, je peux développer une fonction mathématique pour faire le calcul, je pourrais dire, d'intérêt sur les choses. Donc, là, c'est un algorithme. Maintenant, si l'algorithme est utilisé pour, je pourrais dire, discriminer les gens, pour écarter les gens par rapport à leur sexe, par rapport à leur origine sociale. Donc, ça devient discriminatoire. Donc, en quelque sorte, le programmeur, le développeur doit comprendre que c'est un aspect important et en mettant de côté les gens ou en discriminant, si vous voulez, les utilisateurs qui vont faire usage d'une application quelconque. Donc, j'ai la dernière question avant, et Anglade revient avec une question sur les directives GDPR, par exemple, qui encadrent le développement avec le concept de security by design. Et là, il a parlé aussi de NIST, Privacy Framework, qui aborde dans le même sens. Donc, et ce qui arrive, et je sais que tu peux enchérir là-dessus, ce qui arrive, c'est que parfois les développeurs, certains développeurs sont je pourrais dire, sont isolés de la réalité, de certaines réalités. Donc, on ne peut pas être développeur sans comprendre le droit, en quelque sorte. Quand je dis comprendre le droit, ça veut dire que les droits fondamentaux dont on parle là, les libertés individuelles dont on parle là, il faut que le programmeur comprenne cette réalité-là. Il faut aussi que l'institution ou les programmeurs s'adaptent aux lois qui sont en vigueur. Donc, les directives qui sont données, parce que je ne peux pas dire, bon, voilà, je vais faire tout ce que je veux parce que je peux programmer ça. Donc, il faut respecter les droits fondamentaux, il faut respecter les libertés individuelles. Et tout ça pour moi, c'est important. Alors, l'heure avance. Parfait. L'heure avance, Nina. Je sais que on a été très abordant en quelque sorte. Et je remercie aussi ceux-là qui sont restés jusqu'à maintenant. Et ça fait une heure déjà. Donc, ceux-là qui nous suivent et dans le VIP Room, et que je dis merci. Et aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et je sais aussi que tu as des gens qui te suivent depuis le Salvador et je les salue. Buenos días. Voilà, tu dois parler maintenant espagnol. ¿Eh? Buenos días a todos en El Salvador. Y gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos. Yo puedo hablar un poquito, estoy practicando mi español. Voilà. Felicidades, felicidades. Muchas gracias. Ok, la dernière question que j'ai, Nina, ça se passe ici en Haïti et tu voulais le signaler et je pense que ça se passe aussi de ton côté, les gens qui ne travaillent pas, comme tu as dit, éthiquement. Donc, des gens chez nous utilisent les plateformes de réseaux sociaux, WhatsApp et tout ce qui est Internet pour partager des informations ou des documents administratifs à caractère interne. Donc, et comment penses-tu qu'on devrait aborder cette problématique-là dans le sens que on a l'accès aux données, oui, elles sont là, mais avec la facilité que donnent les technologies, le petit appareil que tu as monté tout à l'heure, le téléphone portable, qui en un temps record peut partager une donnée et peut faire du mal aux gens. Donc, comment tu vois l'éthique dans tout ça? Je sais que ça n'a pas rapport du tout avec l'éthique, mais comment tu penses qu'on devrait aborder ce problème? Les documents administratifs qui sont transférés sur les réseaux sociaux et qui font beaucoup de tort à certaines personnes et l'éthique. C'est comme tu disais avant, ça a à voir beaucoup par contre avec l'éthique. C'est comme tu disais avant, Jean-Marie. Comme les programmeurs qui
qui doivent eux-mêmes commencer à comprendre que le droit se gagne d'être programmateur, d'être programmeur. Et la même chose, c'est avec l'utilisation des réseaux et avec, pour moi, et avec l'utilisation de l'Internet. Parce que là, on revient à l'éducation et on revient à l'aspect fondamental. Si les gens ne sont pas éduqués en éthique, ils ne vont pas avoir ou ils ne vont pas démontrer les conséquences qu'ils provoquent dans les actes de provocation, disons, ou de publication de données sensibles ou de documents qui sont administratifs et notamment privés. Et donc, ici, il y a une loi qui est déjà passée et ça doit fonctionner. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas parce que il te donne, je crois, je ne suis pas experte légale, mais je crois que c'est après 15 jours que tu as publié quelque chose, tu n'as pas le droit de faire une réclamation, par exemple. Et ça, je trouve que c'est ridicule parce que si tu fais une publication, il faut que tu soutiennes ce que tu as dit derrière. Et l'accès à l'Internet ou à la technologie, comme tu disais, ça se prête à que les gens fassent du trafic d'informations qui n'est pas forcément légal dans l'Internet et qui le publient, qui le font public. Et aussi, ça revient aux hackers que je disais au début, qui sont en train de chercher de l'information dans les devices ou dans les appareils technologiques de chacun ou dans les portables, dans les ordinateurs, les PC, les iPhones et tout ça. Ils sont en train de chercher, de hacker avec le password et de chercher des informations sensibles à chaque utilisateur d'Internet et de les retenir pour les revendre, par exemple. Et ça, c'est un autre type de trafic. Et je crois que c'est très difficile, mais très important que l'aspect éthique soit présent dans les gens. Et là, ça va être, encore une fois, le tour à l'éducation, Jean-Marie, parce que je ne vois pas une surprise. Tant que tu as le droit d'utiliser ça, un portable, et si tu n'as pas l'éthique pour l'utiliser correctement, tu vas pouvoir avoir le monde ouvert. Et là, c'est quelque chose de très difficile. Justement, Marc Kerry, avant, il avait posé une question de ne pensez-vous pas qu'une loi devait être votée pour que les établissements puissent enseigner les premières techniques du numérique aux élèves. Et là, il faudrait enseigner d'abord, je crois bien que tu as raison, Marc. Il faudrait leur enseigner les numériques aux élèves depuis des plus petits et leur apprendre aussi à être éthiques depuis qu'ils sont petits et à leur apprendre l'aspect non éthique de la mauvaise utilisation de l'Internet. Parce que nous, malheureusement, on est grandis sans que personne nous apprenne à utiliser ça. On a dû faire nos études spécialisées pour connaître la technologie et l'application. Mais les enfants maintenant, par exemple, post-Covid, ils vont naître avec la technologie dans leurs mains et ce serait bien leur apprendre le numérique et leur apprendre l'éthique surtout. Comme ça, ils vont savoir depuis qu'ils sont petits qu'ils se gagnent le droit à être programmateurs, ils se gagnent le droit à avoir accès à des informations sensibles et que comme ils se gagnent le droit, ils doivent aussi demander la permission à l'utilisateur ou au propriétaire de ces données avant de pouvoir les utiliser publiquement. Voilà, merci. Et je dirais, pour conclure par rapport à cette question, il faut un enseignement sur les modes de vie numériques. Donc, tout ce qui est autour de nous et l'utilisation des données, les droits d'auteur, la confidentialité des informations ou des données et tout ça, la cybersécurité, la cybercriminalité, je pense que tout ça doit être enseigné et aux enfants, mais aussi aux parents, parce que c'est tout l'écosystème qu'on devrait avoir. Nina, je dois te remercier. Je te remercie, Jean-Marie. Merci infiniment et ça m'a fait grand plaisir. Et tu as répondu favorablement à ma demande.
Et je sais que les informations, tout ce que tu as partagé avec nos participants qui sont dans le VIP Room et ceux-là aussi qui sont sur Facebook, et ce sont des informations qui vont les aider à mieux gérer, si tu veux, à mieux comprendre l'environnement, à mieux comprendre l'éthique et comment l'éthique est importante dans tout ce que nous faisons, que nous soyons professionnels, que nous soyons étudiants, que nous soyons membres du gouvernement ou autres, que l'éthique est partout. Et j'espère que on va t'avoir et à une prochaine occasion. Et vraiment, merci pour ton temps. Et on n'a pas voulu parler l'italien. Je sais que tu parles l'italien. On n'a pas voulu parler Certo, parlo l'espagnol. italiano. Voilà, English merci Nina. good. Et je te Merci. remercie, Jean-Marie, pour l'invitation, surtout que tu es expert dans le numérique. Et je pense avoir répondu à tes questions. Je suis prête là à les questions que vous voulez me poser aussi. Et je vous partage mon email au forum VIP si vous voulez me rejoindre ou dans les réseaux. Je serai là. Et fière de toi, de tout ce que tu fais Merci. pour ton pays. Je te remercie, je te donne à connaître aussi. Suivez-le, il a un blog et il est magnifique. Ah, merci. Merci d'avoir pris le temps de consulter mon blog. Et mes salutations à tout le monde et muchas gracias, Nina. Et fue un placer. Et je remercie tout le monde. Au revoir. Et je dis merci à ceux-là qui nous ont suivis. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Nina. Ah, merci à toi.